Un groupe de Canadiens est entré à Washington, s'est assis avec des responsables de Trump et a demandé 500 milliards de dollars pour démanteler son propre pays. Et ce qui est choquant, c'est que Washington n'a pas dit non. Dans l'univers de Trump, apparemment, même les frontières nationales peuvent être traitées comme une option immobilière avec un meilleur éclairage. Il faut laisser cela s'imprégner un instant. Il ne s'agit pas d'un État voyou, il ne s'agit pas d'une guerre civile. Il s'agit d'une province canadienne riche, pétrolière, située à l'intérieur de l'une des démocraties les plus stables de la planète, qui négocie discrètement sa sortie avec le gouvernement le plus puissant du monde, et la plupart des gens n'ont absolument aucune idée que cela se produit. Les conséquences financières de ce qui se déroule en Alberta toucheront les marchés de l'énergie, le dollar américain et le commerce nord-américain d'une manière que la plupart des analystes grand public ignorent complètement. Le groupe au centre de cette histoire s'appelle l'Alberta Prosperity Project, l'APP. Ce n'est pas un mouvement marginal né sur Internet. Ce sont des séparatistes organisés avec une représentation juridique, des connexions politiques et maintenant, apparemment, une ligne directe avec l'administration Trump. Parce que rien ne dit gouvernance de routine comme des séparatistes qui obtiennent un accès VIP pendant que tout le monde attend encore une réponse claire lors d'un point de presse. Leur chef, Jeffrey Rath, un avocat et l'une des figures les plus visibles de la poussée indépendantiste albertaine, a confirmé publiquement que des dirigeants de l'APP avaient rencontré des responsables du département d'État américain à Washington au moins 3 fois depuis avril 2025, 3 fois en moins d'1 an. Et après ces rencontres, Rath a annoncé que la prochaine demande de l'APP serait une ligne de crédit américaine de 500 milliards de dollars accordée par le Trésor américain, conçue précisément pour soutenir financièrement une Alberta indépendante si un référendum sur la souveraineté devait réussir. 500 milliards de dollars. Ce n'est pas un prêt pour un petit pays, c'est un montant supérieur au produit intérieur brut entier de la plupart des nations de la planète. Et il demande cela pour financer la dislocation d'un pays du G7. Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré aux journalistes qu'aucun engagement n'avait été pris. Le département d'État américain a confirmé que les rencontres avaient eu lieu, mais les a qualifiées d'engagements courants avec la société civile. C'est le genre de formule que Washington utilise quand la pièce est pleine de fumée, mais que la position officielle reste « il n'y a rien à voir ici ». Mais c'est là que tout analyste financier sérieux doit s'arrêter et se demander pourquoi de hauts responsables de l'administration Trump rencontrent des séparatistes canadiens. Et pourquoi, après ces rencontres, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré publiquement que les Albertains veulent la souveraineté et veulent ce que les États-Unis possèdent. Ce n'est pas une déclaration neutre de la part d'un secrétaire au Trésor, c'est un signal. Pour comprendre pourquoi Washington envisage même cette conversation, il faut comprendre ce qu'est réellement l'Alberta sur le plan financier. L'Alberta possède les 4e plus grandes réserves pétrolières prouvées au monde, derrière seulement le Venezuela, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ces sables bitumineux contiennent environ 6 billions de barils de ressources pétrolières non conventionnelles. La province est responsable de 84% de la production totale de pétrole brut du Canada et d'environ 60% de sa production de gaz naturel. Rien qu'en 2024, le secteur pétrolier et gazier de l'Alberta a contribué 88 milliards de dollars au produit intérieur brut de la province. Cela représente 25% de toute la production économique de l'Alberta provenant d'une seule industrie. Les produits énergétiques ont été la plus grande catégorie d'exportation du Canada en 2024, évaluée à 186 milliards de dollars, soit plus du double de la 2e plus grande catégorie d'exportation. L'écrasante majorité de ce montant provient directement de l'Alberta. Entre 1974 et 2024, le secteur pétrolier et gazier de l'Alberta a versé plus de 315 milliards de dollars en redevances au gouvernement. Les redevances des sables bitumineux à elles seules ont couvert 67% de tout le budget de la santé de l'Alberta pour l'exercice financier 2024 à 2025. Ce n'est pas une province qui a besoin d'un sauvetage financier. C'est une province qui signe des chèques au reste du Canada depuis des décennies. Et ce ressentiment, ce griffe financier, est le carburant qui alimente tout ce mouvement. C'est quelque chose que les médias financiers minimisent constamment. Mais c'est exactement le genre de griffe que la politique alignée sur Trump s'est emballée. Prenez un grand livre comptable, ajoutez un drapeau et vendez le tout comme une libération. La colère de l'Alberta envers Ottawa n'est pas nouvelle, elle remonte à des décennies et elle est entièrement enracinée dans l'économie. De 1990 à 2003, l'économie de l'Alberta a progressé de 57% contre 43% pour le reste du Canada.
En 2006, le produit intérieur brut par habitant de l'Alberta était supérieur à celui de chacun des États américains, sans exception. En 2007, le produit intérieur brut par habitant de l'Alberta dépassait de 60 et 1% la moyenne nationale canadienne et était plus de 2 fois supérieur à celui des provinces maritimes du Canada. L'Alberta a généré cette richesse presque entièrement grâce à l'énergie. Et pendant des années, les politiques fédérales, la tarification du carbone, les réglementations environnementales, les approbations de pipelines bloquées par Ottawa ont été perçues par les Albertains comme des attaques directes contre le moteur qui alimente non seulement leur province, mais tout le pays. En 2025, après que les libéraux du Premier ministre Mark Carney ont surfé sur une vague de sentiments anti-Trump pour remporter l'élection fédérale d'avril, l'Assemblée législative de l'Alberta a adopté une loi facilitant l'organisation d'un référendum sur l'indépendance. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une escalade délibérée. Et en ce moment, en 2026, la position économique de l'Alberta se renforce réellement. ATB Financial a prévu une croissance réelle du produit intérieur brut de 2,7% pour l'Alberta en 2026, portée par la hausse des prix du pétrole dans un contexte de perturbation de l'offre mondiale. Le produit intérieur brut nominal de l'Alberta devrait bondir de 6% cette année, alors que le reste du Canada a vu son produit intérieur brut réel se contracter au 4e trimestre de 2025, l'Alberta accélère. La situation est donc absolument claire. Il s'agit d'une province plus forte financièrement que jamais, plus en colère politiquement que jamais, et qui courtise maintenant activement le gouvernement le plus puissant de la planète pour garantir financièrement sa sortie du Canada. C'est ici que cela devient vraiment dangereux et ce mot ne doit pas être utilisé à la légère, parce que la demande de 500 milliards de dollars est presque une distraction. Le véritable mécanisme discuté dans ces rencontres à Washington est quelque chose de beaucoup plus calculé. Il y a sur la table une proposition d'échange de devises selon laquelle Washington échangerait chaque dollar canadien détenu par un citoyen albertain contre un dollar américain, 1 pour 1. Un joli petit tour de magie, appelez cela la souveraineté, puis remettez le volant monétaire à Washington. Cela a d'énormes implications pour le dollar canadien, cela a d'énormes implications pour la politique monétaire de la Banque du Canada. Cela a d'énormes implications pour chaque Canadien qui détient des économies, une hypothèque, une pension. Ce n'est pas du séparatisme, c'est une arme financière. La question centrale est de savoir exactement comment cet échange de devises fonctionnerait, ce qu'il ferait au système financier canadien, et pourquoi la véritable réponse donnée par Washington à l'Alberta est beaucoup plus dangereuse qu'un simple oui ou non. L'échange de devises est le détail que la plupart des gens négligent. Et c'est le détail qui devrait terrifier chaque personne qui détient un dollar canadien, une hypothèque canadienne ou une pension canadienne. Ce qui aurait été discuté dans ces rencontres à Washington est une proposition selon laquelle le gouvernement des États-Unis prendrait chaque dollar canadien détenu par un citoyen albertain et l'échangerait 1 pour 1 contre 1, dollar américain. En surface, cela semble généreux. Cela ressemble à une bouée de sauvetage pour les Albertains nerveux face à l'indépendance. Mais dès qu'on comprend un tant soit peu l'économie monétaire, on voit ce que cela fait réellement. La masse monétaire du Canada n'existe pas en vase clos. Le dollar canadien repose sur la crédibilité de l'économie canadienne dans son ensemble. Et l'Alberta est une pièce massive de cette économie. L'Alberta représente 84% de la production pétrolière du Canada et contribue à environ 1/6 de toutes les recettes fédérales. Lorsque les marchés commencent à intégrer la possibilité que ce moteur soit extrait du système financier canadien et dollarisé du jour au lendemain par Washington, le dollar canadien ne baisse pas simplement. Il est réévalué à partir de zéro. La livre sterling, après le référendum sur le Brexit en 2006, montre ce qui peut arriver lorsque les marchés réévaluent soudainement le risque politique. Elle a chuté de près de 10% en une seule séance de négociation, le plus grand mouvement sur une journée depuis des décennies, et il lui a fallu des années pour se rétablir partiellement. Et la Grande-Bretagne ne perdait pas tout son secteur énergétique. Une Alberta quittant le Canada avec un échange de devises soutenu par les États-Unis sur la table enverrée au marché obligataire, aux cambistes et aux investisseurs institutionnels, un signal catégoriquement plus grave que le Brexit. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dissoudre un accord commercial. Il s'agit du démantèlement de l'architecture financière d'une nation du Xet de l'intérieur. Et d'une façon ou d'une autre, le discours à la Trump réussirait probablement encore à apposer les mots « excellent accord sur les décombres ». Et cela devient encore plus alarmant parce que le référendum n'est plus hypothétique, il est prévu. Le 19 octobre 2026, les Albertains voteront. L'Alberta Prosperity Project
a soumis plus de 302 000 signatures au gouvernement provincial il y a seulement quelques jours, le 5 mai 2026, dépassant le seuil requis d'environ 178 000. Élections Alberta a confirmé qu'un référendum est maintenant formellement prévu. La question sur le bulletin demande si l'Alberta devrait cesser de faire partie du Canada et devenir un État indépendant. C'est réel, cela se produit. Et les marchés financiers commencent tout juste à s'en rendre compte. Ce n'est pas seulement un problème canadien. Les États-Unis importent plus de pétrole du Canada que de n'importe quel autre pays au monde. L'Alberta est le moteur derrière cet approvisionnement. Si le statut politique de l'Alberta devient incertain, si les pipelines, les structures de redevance et les accords énergétiques transfrontaliers sont plongés dans des années de renégociation, cette chaîne d'approvisionnement est perturbée. Les prix de l'énergie dans le Midwest américain, qui sont directement liés au brut canadien, ne restent pas immobiles pendant une crise constitutionnelle dans le pays qui produit leur carburant. C'est aussi le problème de l'Amérique. Le message pro-Trump peut vendre cela comme le drame de quelqu'un d'autre, mais la pompe à essence a une façon très rapide de vérifier les discours. L'argent qui alimente la colère de l'Alberta depuis des décennies est essentiel pour comprendre ce mouvement, car le mouvement ne peut pas être compris sans comprendre la péréquation. Le Canada exploite un programme fédéral de redistribution où les provinces riches subventionnent effectivement les plus pauvres. Au cours de l'exercice financier 2025 à 2026, ce programme a versé 2 milliards de dollars. Le Québec, à lui seul, a reçu 6 milliards de dollars, soit plus de la moitié de tout le fonds. L'Alberta a reçu 0. Et pas seulement cette année. L'Alberta n'a pas reçu de paiement de péréquation depuis les années 1960. Les Albertains contribuent à environ 1/6 de toutes les recettes fédérales. Leur produit intérieur brut par habitant est 40 et 1% supérieur à la moyenne nationale canadienne. Et la formule de péréquation, la partie qui exaspère réellement les économistes, pénalise en fait l'Alberta parce qu'elle n'a pas de taxe de vente provinciale en imputant une taxe hypothétique pour calculer sa capacité fiscale. En langage clair, la formule punit l'Alberta pour une taxe qu'elle a choisi de ne pas prélever. Elle compte de l'argent que l'Alberta ne perçoit pas, comme si la province en était déjà riche. Et l'enveloppe totale continue de croître, que l'écart entre les provinces riches et pauvres se réduise ou non. Entre 2007 et 2021, les paiements de péréquation ont augmenté de près de 60%, même si l'écart fiscal entre les provinces se réduisait en réalité. 88% des Albertains qui appuient l'indépendance citent la péréquation comme une raison. Ce n'est pas un mouvement de protestation. C'est un verdict économique rendu par une population qui a fait ses calculs et décidé que l'arrangement n'en valait plus la peine. La première ministre Danielle Smith se trouve exactement au milieu de tout cela. Elle a déclaré publiquement que son gouvernement ne mettrait pas lui-même une question sur la séparation au bulletin de vote. Mais elle a aussi adopté en 2025 une loi qui facilite le déclenchement de référendums par les citoyens en abaissant les seuils de signature et en simplifiant le processus. Et elle ne s'est pas éloignée de Washington. Elle s'est rendue à Mar-a-Lago, chez Trump, en janvier 2025, alors que tous les autres premiers ministres provinciaux canadiens condamnaient publiquement la rhétorique d'annexion de Trump. En matière d'image politique, ce n'est pas exactement passer devant l'incendie, c'est s'arrêter pour prendre un égoportrait à côté. Lorsque les dirigeants de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec se tenaient côte à côte contre l'agression économique de Washington, Smith était à Mar-a-Lago. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, n'a pas mâché ses mots. Il a qualifié les démarches de l'APP auprès de Washington d'actes de trahison. Le Premier ministre Mark Carney, lui-même albertain élevé à Edmonton, a dit s'attendre à ce que les États-Unis respectent la souveraineté canadienne. Mais les attentes et la réalité divergent de plus en plus. C'est ce qui rend la situation véritablement inédite d'un point de vue financier. Tous les mouvements historiques de séparation, le Québec en 1980, le Québec en 1995, l'Écosse en 2014, le Brexit en 2016, impliquaient une région cherchant l'indépendance face à un pays qui était soit en difficulté économique, soit politiquement instable. L'Alberta le fait à partir d'une position de force économique. ATB Financial prévoit une croissance nominale du produit intérieur brut de 6% pour l'Alberta en 2026, tandis que le reste du Canada se contracte. La production pétrolière de l'Alberta a atteint des sommets records en 2024. La province n'a pas de taxe de vente provinciale, aucun fardeau de dette nette comparable à celui du gouvernement fédéral, et une base de ressources dont le monde a davantage besoin, pas moins, alors que les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient poussent les prix mondiaux de l'énergie à la hausse. Ce n'est pas une province qui cherche désespérément une échappatoire. C'est une province riche,
dominante dans l'énergie, qui a calculé, à tort ou à raison, qu'elle génère plus qu'elle ne reçoit et qu'un gouvernement étranger est prêt à financer sa sortie. Et le secrétaire au Trésor de ce gouvernement étranger a déjà dit que les Albertains veulent ce que l'Amérique possède. Quand la personne qui contrôle les opérations financières du gouvernement américain fait une telle déclaration publiquement, les investisseurs institutionnels ne l'ignorent pas. Les négociateurs obligataires ne l'ignorent pas. Les bureaux de change à Londres, Tokyo et Singapour ne l'ignorent pas. Les marchés ne regardent peu, être pas chaque discours de rassemblement, mais ils écoutent certainement quand les responsables de l'argent commencent à parler comme des substituts de campagne. La vraie question que personne dans la couverture financière grand public ne pose directement n'est pas de savoir si l'Alberta se séparera. Les sondages montrent encore que 67% des Albertains voteraient contre l'indépendance. Le mouvement n'a pas encore la majorité. Mais la question qui compte vraiment pour les marchés est celle-ci. Qu'est-ce que Washington gagne à garder cela vivant, même si cela ne réussit jamais ? Le dernier point est que le jeu de Washington ici ne porte pas sur la création d'un pays albertain. Cela ne l'a jamais été. Et c'est la partie de cette histoire sur laquelle chaque investisseur, chaque analyste des politiques publiques et chaque personne qui a de l'argent dans les marchés nord-américains doit s'arrêter maintenant. Stratégiquement, les États-Unis sont actuellement engagés dans la renégociation la plus agressive des relations économiques nord-américaines depuis la signature initiale de l'ALENA en 1994. Trump a imposé des tarifs douaniers sur les produits canadiens. Il a publiquement et à plusieurs reprises appelé le Canada le 50 et une État. Il a tenté d'acquérir le Groenland auprès du Danemark, un allié de l'OTAN. Son administration a envoyé des émissaires parlés à des responsables vénézuéliens d'infrastructures pétrolières. Le schéma n'est pas aléatoire. C'est une stratégie cohérente et délibérée consistant à appliquer une pression financière et politique sur des voisins riches en ressources afin de remodeler entièrement les conditions de l'engagement. Dans le manuel de Trump, voisin semble souvent vouloir dire actif pas encore inscrit au bilan. L'Alberta correspond parfaitement à ce schéma et voici ce que Washington obtient réellement en gardant cette conversation séparatiste vivante que le référendum passe ou échoue. Premièrement, du levier. Dès qu'Ottawa croit que Washington envisage même la sortie de l'Alberta, la position de négociation du Canada sur le commerce, les tarifs, les pipelines et les prix de l'énergie s'affaiblit radicalement. Le Canada ne peut pas menacer crédiblement de représailles économiques contre les États-Unis, tout en gérant simultanément une crise de souveraineté interne dont Washington finance discrètement l'apparence. Chaque dollar d'incertitude que les rencontres de l'APP à Washington injectent dans le discours politique canadien est un dollar de pression qui pousse Ottawa vers un accord plus favorable aux intérêts énergétiques américains. Deuxièmement, l'accès au pétrole. Les sables bitumineux de l'Alberta représentent la 3e plus grande réserve pétrolière du monde. Une Alberta indépendante, dollarisée et intégrée économiquement aux États-Unis transférerait effectivement le contrôle de cette réserve de la compétence fédérale canadienne, qui a historiquement été protectrice, réglementée et parfois restrictive, vers un cadre beaucoup plus aligné sur la politique énergétique américaine. L'APP elle-même a explicitement soutenu que l'un des avantages de l'indépendance est de libérer le pétrole de l'Alberta de ce qu'elle appelle l'empiètement fédéral. Le fait que des responsables américains présentent cela comme un désir de souveraineté de l'Alberta n'est pas de la sympathie, c'est de l'appétit. Et l'appétit, dans ce style de politique, est généralement servi avec un point de presse et un slogan. Troisièmement, l'argument de la doctrine Monroe. Jeffrey Rath, la figure principale de l'APP à Washington, a en fait présenté explicitement cet argument lors de ces rencontres. Il a soutenu qu'il est dans l'intérêt de sécurité nationale de l'Amérique, en vertu de la doctrine Monroe, qui guide la politique hémisphérique des États-Unis depuis 1823, de soutenir l'indépendance de l'Alberta et de libérer le 3e plus grand champ pétrolier du monde de ce qu'il a décrit comme une ingérence externe. Que ce cadrage soit accepté ou non, le fait que ce langage ait été utilisé dans des rencontres avec le département d'État et apparemment été pris au sérieux est un signal géopolitique qui dépasse largement les griffes budgétaires d'une province canadienne. Les conséquences économiques d'une séparation doivent également être prises au sérieux. Les propres projections financières des séparatistes méritent un examen sérieux, pas des encouragements aveugles. L'APP a publié un document intitulé « The Value of Freedom » qui tente de modéliser l'économie d'une Alberta indépendante. Il prévoit de solides excédents budgétaires alimentés par les revenus pétroliers, de profondes baisses d'impôts et une réduction des dépenses publiques. Les hypothèses intégrées dans ce modèle incluent des prix du pétrole se maintenant autour de 85 $ le baril,
En réalité, le pétrole s'est vendu sous ce niveau pendant une grande partie de 2025. Il s'est négocié aussi bas que 5 $ le baril aussi récemment qu'en 2020. Une Alberta souveraine sans filet de sécurité fédérale, avec une monnaie en transition et un accès aux pipelines dépendant de négociations avec le Canada comme avec les États-Unis, n'est pas protégée contre les fluctuations des prix des matières premières. Elle y est exposée de façon catastrophique. Mais la catastrophe tient rarement bien sur une bannière de campagne, alors la version glacée s'arrête généralement à Liberté et saute la facture. Le problème de l'enclavement terrestre est un autre enjeu que les séparatistes minimisent constamment. L'Alberta n'a pas de littoral. Chaque baril de pétrole qu'elle exporte vers les marchés internationaux circule par des pipelines qui traversent soit la Colombie-Britannique vers l'ouest, soit les États-Unis vers le sud. Le Premier ministre de la Colombie-Britannique a déjà qualifié les démarches de l'Alberta auprès de Washington de trahison. Si l'Alberta se sépare, les conditions dans lesquelles son pétrole circule par la Colombie-Britannique, les prix, l'accès, les volumes, deviennent une négociation de politique étrangère entre deux nouveaux gouvernements voisins sans cadre constitutionnel commun. Cette négociation ne se fait pas du jour au lendemain. Et pendant cette négociation, le pétrole de l'Alberta reste sur place. La nation crie de Sturgeon Lake a déjà lancé une action en justice contre le gouvernement de l'Alberta, soutenant que tout référendum sur la séparation viole le traité 8, un accord protégé par la Constitution entre les Premières Nations et la Couronne. C'est pas un obstacle procédural mineur. Si les droits issus des traités autochtones sont jugés incompatibles avec la question référendaire, et un juge a déjà laissé entendre qu'ils pourraient l'être, alors le chemin juridique vers la séparation devient extraordinairement complexe, pouvant potentiellement nécessiter le consentement des Premières Nations, dont les territoires couvrent d'immenses portions des terres les plus riches en énergie de la province. Le régime de pension du Canada est un autre chiffre auquel les séparatistes doivent répondre. Les Albertains cotisent au régime de pension du Canada. Une Alberta indépendante devrait négocier sa part de ses actifs accumulés, estimés à des centaines de milliards. Lors du référendum québécois de 1995, lorsque le vote est passé à moins d'1 point de pourcentage de la victoire, des responsables fédéraux avaient déjà discrètement modélisé comment une sortie du Québec fragmenterait les obligations de dette fédérale, les engagements de retraite et les réserves de devises. La conclusion était un chaos financier d'une ampleur qui aurait pris une décennie à stabiliser. La séparation de l'Alberta serait structurellement similaire et à certains égards plus grave parce que la contribution énergétique de l'Alberta aux comptes nationaux est proportionnellement plus importante que celle du Québec à l'époque. Et pourtant, c'est ce qui rend cette histoire réellement complexe. Les griffes sont réelles. L'Alberta contribue environ 2 milliards de dollars par année au programme de péréquation et ne reçoit rien en retour. La formule de péréquation contient des particularités structurelles que des économistes de tout l'éventail politique reconnaissent comme injustes envers l'Alberta. Depuis la création de la péréquation en 1957, l'Alberta n'a reçu que 0,02% de tous les paiements jamais versés, le dernier paiement étant arrivé en 1964. Cela représente plus de 60 ans à signer des chèques à un système qui, par conception, ne retourne rien à la province qui génère le plus. Un sondage mené par Angus Reid en février 2026 a révélé que 26% des Albertains qui appuient l'indépendance croient que la politique fédérale nuit activement à leur économie. Pas qu'elle l'incommode, qu'elle lui nuit. Quand un tel niveau de conviction existe dans une population assise sur 139 milliards de dollars de production énergétique annuelle, l'énergie politique derrière le mouvement ne se dissipe pas simplement parce que le référendum stagne à 27% d'appui dans les sondages. Elle fermente, elle s'intensifie et elle donne à Washington exactement le type de levier durable dont il a besoin sans jamais avoir à signer un seul chèque. C'est peu être la partie la plus trumpienne de toutes, pression maximale, manchette maximale, et idéalement quelqu'un d'autre paie la facture. Alors, où cela laisse-t-il le Canada ? L'évaluation financière honnête est que le Canada ne se brise pas parce que l'Alberta se sépare. Le Canada se brise s'il passe les 5 prochaines années à négocier avec une province qui a l'appui d'un gouvernement étranger, un référendum inscrit au calendrier et une population dont les griffes économiques sont structurellement légitimes. L'incertitude elle-même, la prime de risque que les marchés attachent à la dette souveraine canadienne, au dollar canadien, aux investissements dans les pipelines, à la planification budgétaire fédérale, voilà le dommage, pas le résultat, mais le processus, c'est le coup de maître de Washington. Si tout cela est effectivement délibéré, l'Alberta n'a pas besoin de quitter le Canada pour affaiblir le Canada. Il suffit que l'Alberta menace de partir de façon permanente et crédible.
Il suffit d'un secrétaire au Trésor faisant des commentaires favorables, il suffit de dirigeants séparatistes se réunissant dans des installations gouvernementales sécurisées à Washington. Il suffit de faire flotter la possibilité d'une ligne de crédit de 500 milliards de dollars, non confirmée, non niée, simplement lancée dans l'air. Parce que les marchés évaluent les possibilités, pas les certitudes. Dans ce jeu, même une rumeur peut fonctionner comme un tarif douanier, invisible au début, coûteuse plus tard. Et en ce moment même, le 19 octobre 2026, les Albertains entreront dans les bureaux de vote et répondront à une question façonnée, financée dans l'esprit et amplifiée par des forces opérant bien au-delà des frontières du Canada. Quelle que soit leur décision, l'architecture financière de l'Amérique du Nord n'aura pas le même visage le 20 octobre que la veille. Ce n'est pas une prédiction. C'est déjà la réalité que les bureaux obligataires, les cambistes et les investisseurs en énergie intègrent discrètement dans leur modèle en ce moment même. La question pour toute personne qui regarde est simple. Et vous,